Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h et 20h, temps universel. La loi numéro 2019 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées fixe clairement les compétences que l'État doit transférer à ces structures pour mener à bien leurs activités. Pour les exécutifs communaux mis en place au terme des élections municipales du 9 février 2020, nombre de ces compétences restent attendues au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Parmi elles, celles concernant les domaines éducation, santé, urbanisme, habitat, environnement, etc. À quelques jours de l'entrée en scène des régions et présidant la première session du Conseil national de la décentralisation, Chief Dr Joseph John Gouté, Premier ministre chef du gouvernement, a instruit les chefs des départements ministériels concernés par le transfert des compétences dans un délai de 8 jours de transmettre au ministre de la décentralisation et du développement local les projets de texte relatifs à ces compétences et les cahiers de charges pour approbation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi présentée comme tous les vendredis par Nadine Yambou. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Décentralisation, l'impératif du transfert des compétences. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Hilaire Dipan. Bonsoir Hilaire Dipan. Bonsoir, c'est Jolin. Bon retour. Oui, ça fait un bon bout quand même. Mois. Certainement à peu près 6 mois. Voilà, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Comment va le mouvement progressiste? Vous êtes président déjà? Vous êtes le coordonnateur général? En attendant Qu'est-ce qui se passe? La formalisation officielle, je peux vous dire avec assurance que c'est en bonne voie. En bonne voie? Vous avez vu que depuis le départ du président Ekindi, il n'y a pas eu de remue-ménage. Ça veut dire que la sérénité... Cette situation-là vous satisfait alors? Non, C'est un parti acéphale, Hilaire Dipan? Non, ça veut dire simplement que lorsque vous avez perdu le coordonnateur général qui a été à la tête du parti pendant 30 ans, oui. C'est pas du jour au lendemain qu'on le remplace. Il a fallu donc des concertations, il fallait que toutes les instances du parti le fassent. Et personnellement, j'ai fait le tour du pays pour voir un certain nombre de militants pour le préparer à ce remplacement-là. Ce qui va être formalisé. Et vous connaissez le malheur que j'ai traversé entre-temps. Ce n'est pas en public que ça se raconte, mais j'apprécie tous ceux qui, de près ou de loin, apportent le soutien dans ces épreuves très difficiles qui me concernent et qui concernent ma famille. Le peuple vous réclame à la tête de la coordination du MP? Je pense que c'est un parcours normal. Oui. Entré en politique en 1991, tout jeune étudiant, j'ai fait toutes mes preuves et toute ma carrière. Pas un parachuté? Non, j'ai commencé comme militant de base. J'ai été 35e sur la liste du mouvement progressiste en 1996, lorsqu'on avait 35 places. J'ai gravi tous les échelons, je suis devenu le numéro 2. Et puis donc, aussi naturellement, soit-il... Les gens ne comprennent pas que vous soyez le numéro 1 aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois qu'il est parti, le cordeau. Vous savez, dites-nous, quand on a un appareil... Vous voir, Hilaire Dipan, ce soir. Ils vont être plus que ravis. Parce que c'est une nouvelle réforme, c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle génération qui va prendre les choses. Nous ne sommes pas comme certains partis qui, sans toutefois le dire, conservent à l'éternel âme le président de la République et le président national de leur parti. Et à cela, ils vont. Je pense que cela est en violation parfois de certaines dispositions de notre Constitution, mais ce n'est pas le débat de ce soir. Mais ce que je voudrais dire à l'ensemble des Camerounais, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui arrive en maturité. Quand on arrive dans une formation, quand on a 21 ans, et que 30 ans après, il faut arriver au sommet, je pense que ce n'est pas prendre le raccourci. Okay. C'est que j'ai fait mes preuves et tout le monde sait que je suis un progressiste dans l'âme. Ok, merci Hilaire Dipan d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Jean-Robert Wafo. Bonsoir Jean-Robert. Bonsoir. 38 ans au pouvoir, vous aimez souvent le dire, le président a mis 38 ans au pouvoir. Vous-même, depuis que vous êtes en charge du Shadow Cabinet, il n'y a pas de remaniement ministériel au SDF? Vous êtes ministre de l'Information depuis? Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais écoutez, le SDF n'a pas un problème au niveau du chef de cabinet en charge de l'information et des médias. C'est votre... Sauf si vous avez un titre foncier là-bas? Sauf si vous voulez en créer un. Non, je dis votre poste à vous, depuis que vous êtes en charge de l'information. Il n'y a personne d'autre qui peut être nommé ministre au SDF? D'abord, je ne suis pas mal à l'aise à ce poste. Et puis de deux, si le président national, le chairman John Fundi, juge, puisque c'est lui qui m'a nommé à ce poste, que je suis encore en capacité d'occuper ce poste, c'est son pouvoir discrétionnaire. Bon, voilà. Donc, où est-ce qu'il est? Des nouvelles du chairman? Non, mais il est aux États-Unis et il va rentrer d'ici la fin du mois. Il est là. Le SDF est là. Le SDF vit. Mais vous avez vu la une de mutation, il dit sans direction fixe. Comment vous avez accueilli cette une de mutation? Le SDF sans direction fixe. J'ai mis ça dans le registre de quoi? De la satire. À la satire? Ah mais oui, il dit sans direction fixe, c'est quand même trop posé. Pour moi, je mets ça dans le registre satirique. Le SDF est bel et bien présent. Le SDF est dans l'action politique. Le SDF a pour chairman, pour président national le chairman John Fundi. Le SDF n'est pas un cimetière. Et le SDF ne sera jamais un cimetière. C'est tout à fait normal pour un parti qui se veut démocratique, qui ait des talents qui s'expriment à l'intérieur, parce que voyez-vous, c'est ce débat qui enrichit, n'est-ce pas, la diversité d'un parti politique. À condition, évidemment, que tout cela se fasse dans le cadre de l'intérêt, donc des intérêts du parti. C'est-à-dire qu'il ne faut pas violer les dispositions statutaires. Et puis, bon, nous avons toujours été dans le combat politique. On n'empêche à personne, n'est-ce pas, de s'exprimer au sein du SDF. J'ai vu, n'est-ce pas, cette une de mutation. Le chairman est donc à la grande une. Heureusement qu'il est épargné, n'est-ce pas, par cette titraille, puisque si on l'a mis effectivement à la grande nuit, ça veut dire que c'est lui qui tient le gouvernail. Bon, je comprends très bien que des gens essaient, n'est-ce pas, de trouver des océans, c'est-à-dire que entre différents responsables du parti, mais ce que je tiens à dire ici, c'est quoi? C'est que, in fine, le SDF rentre dans ses fondamentaux. Le SDF, et quand je parle de fondamentaux, c'est s'exprimer, n'est-ce pas, avec de l'énergie et le talent, n'est-ce pas, nécessaire sur les grands sujets d'actualité, de revenir également à ce qui est son ADN, à savoir les manifestations populaires pacifiques. Et ça, je dis bien, n'est-ce pas, à ceux qui nous gouvernent depuis Yaoundé, SDF is back. Et SDF is back. Ils verront. Ok. André Luther-Meka, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes Oui, allez-y d'abord. Bonsoir à tous les patriotes qui aiment la paix, qui ont démontré qu'ils sont un peuple de paix, un peuple patriotique. Bonsoir aussi à tous les militants du RDPC, ils sont des millions au Cameroun et dans le monde. Vous êtes en charge une autre casquette, hein? Oui, disons... Et puis les municipales législatives, là, vous, casquette en casquette. Oui. C'est votre travail que vous abattez sur le plateau, vous êtes récompensé de plus en plus. Oui. Vous êtes en charge de la communication du RDPC, vous coordonnez la communication dans le littoral, c'est ça? Bien dans le Fourie. Disons que je suis coordonnateur des communicants dans le littoral. Je crois que c'est... Vous êtes satisfait de vos communicants ces derniers jours sur les plateaux? Disons que sur le plan, n'est-ce pas, de la méthode, ils sont compétents. D'abord, l'important, c'était, n'est-ce pas, de pouvoir démontrer à ceux qui nous ont fait confiance que nous sommes capables, n'est-ce pas, de pouvoir faire cette communication. Et je crois que notre présence est de plus en plus marquée par des jeunes qui sont compétents, mais aussi par les ténors, les anciens. Donc, je crois que je suis pratiquement satisfait. La haute hiérarchie aussi est très, très satisfaite de ce travail. Donc, du moins, nous animons non seulement la communication en interne, mais également la communication sur le plan, n'est-ce pas, de l'extérieur. Et la preuve, nous sommes là tous les jours pour, n'est-ce pas, débattre des sujets d'intérêt général pour la nation. Vous êtes obligé de défendre toujours les positions du gouvernement nous ne sommes pas obligés en tant que tel, mais nous devons défendre notre bilan. Parce que le RDPC a un bilan éloquent. Le RDPC, pendant 38 ans, a fait des réalisations. Ces réalisations doivent être connues.
ces réalisations doivent être amplifiées. Oui. Ces réalisations doivent, n'est-ce pas, arpenter les autoroutes de la communication. Et je pense qu'il est tout à fait important, tout à fait nécessaire que lorsque nous sommes sur un plateau de télévision, que nous puissions, n'est-ce pas, faire savoir toutes les réalisations nécessaires que le président national, son Excellence Paul Biya, a pu, n'est-ce pas, apporter aux Camerounais, notamment sur le plan de la démocratie, notamment sur le plan économique et sur le plan politique. Et sur le plan politique, je crois que les débats, notamment dans les chaînes de télévision, la liberté d'expression, le multipartisme, et sont des acquis, n'est-ce pas, du capitaine du pays, le président Paul Biya, qui a apporté, n'est-ce pas, cette saine émulation politique. Et je crois que... Quid de la liberté de manifester? La liberté de manifester, effectivement, a... C'est pas le pied dans la chaussure, le caillou dans la chaussure? C'est un peu très délicat. C'est un peu très délicat parce que... Le père Lado, dites-moi, André Luther Meka, pourquoi il est interpellé, le père Lado? Disons que nous sommes dans une phase extrêmement difficile au Cameroun. Oui. Extrêmement... On soupçonne tout le monde? Non. Vous l'avez suivi, vous avez suivi le père Lado hier? On veut faire un rapprochement avec Maurice Kamto. Il marche pour qui? Non, je voudrais dire que nous sommes à une phase extrêmement délicate pour le pays parce que nous sommes la convoitise d'un certain nombre de forces endogènes et exogènes qui voudraient, n'est-ce pas, trouver le cheval de Troie pour pouvoir entrer au Cameroun et pour faire tout genre des actions. Donc, il est tout à fait nécessaire que lorsque quelqu'un entame une marche, que la police administrative puisse avoir les tenants et les aboutissants de cette marche. En ce qui concerne le père Lado, je suis désolé de le dire, toutes ces sorties médiatiques, je veux dire digitales, prêtes à équivoque, et sont beaucoup plus tribales que bibliques. Et en cela, il me semble qu'il est important que lorsqu'il amorce, n'est-ce pas, une marche, qui est une marche, ma foi, qui vient à la suite de plusieurs, n'est-ce pas, mouvements insurrectionnels, que cela soit tout à fait identifié et qu'on sache effectivement... Mais pourquoi l'avoir laissé marcher jusqu'au niveau des DA? On aurait pu l'intercepter au niveau d'IASA. Pourquoi? Je voudrais vous dire que nous qui sommes des politiques qui sont sur le terrain, qui sont bien formés, il y a les étapes à l'insurrection. Il y a les étapes au désordre. Et la première étape au désordre, c'est lorsqu'un leader se met sur une idéologie qui peut créer des agrégations, qui peut créer, n'est-ce pas, un continuum et qui peut nécessairement soulever les masses. Et il est important, lorsqu'on est préventif, de pouvoir, n'est-ce pas, déraciner cela à la source. Ok, merci André Luther Meka. Il est là sur ce plateau. Joseph Espoir Billon, bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, c'est Jalin. Ce plateau commençait à me manquer. Ah bon? Absolument. Ouais. Vous êtes maire adjoint dans le 5e arrondissement de Douala. C'est bien cela. Maire adjoint PCRN. C'est bien cela, c'est Jalin. Voilà, je commence avec vous. Le maire Billon, le Premier ministre, il a tenu la première réunion du Conseil national de la décentralisation, c'était le 7 octobre. Nous sommes le 15 octobre. Il a donné 8 jours au département ministériel concerné. Est-ce que vous, au niveau de Douala 5e, vous avez l'impression que les lignes bougent par rapport à ces délais de 8 jours? On ne pensait pas que le chef du gouvernement ayant demandé que les lignes bougent en 8 jours, que ça sera perceptible au niveau du commun des mortels. Nous supposons quand même qu'au niveau des ministères, les ministres ont essayé à leur niveau de commencer à implémenter cette mesure du chef du gouvernement. Donc je dis, vous qui êtes dans les exécutifs communaux, est-ce que vous avez vent de ce que les lignes bougent véritablement? Vous savez, dans un pays normal, on ne se prononce pas sur les vents qu'on a eus. On se prononce sur du concret. C'est pour ça que nous, à Douala 5e, pensons que la mesure du chef du gouvernement prendra effet après suffisamment de temps. Peut-être 8 jours, c'est trop tôt, mais nous commençons à penser que bientôt, on va voir et même ressentir les conséquences de cette directive, de cette injonction, parce que là c'était une injonction. Il a ordonné que, une injonction. Effectivement, il a ordonné que ça soit fait. Il n'a pas négocié, donc il n'est pas possible qu'on pense que... C'est pourquoi je dis, nous sommes le 15 octobre, ça fait 8 jours, voilà, est-ce que ça bouge? En tout cas, au niveau de Douala 5e, nous n'avons pas encore ressenti que ça a bougé. Il y a un terme qui revient, accélération. Depuis, je ne sais pas, plus d'1 an, on dit accélération, mais on
comme l'impression qu'on fait du surplace. Tout le temps, il a fallu que le Premier ministre, chef du gouvernement, sorte le 7 octobre pour dire, bon voilà, je vous donne 8 jours. C'est quoi le problème de la décentralisation au Cameroun? La décentralisation est actée par la Constitution de 1996. Oui. Elle est définie dans la loi antécédente, loi 2004, applicable aux communes, et la loi d'orientation. Et le Conseil national de la décentralisation est en janvier 2008. Je pense que si j'ai bonne souvenance, il faut pour me rattraper. Allez, d'abord le décalage. Le Conseil national de la décentralisation définit l'ensemble des compétences à transférer, des ressources. 2008. La loi de 2004 dispose par un autre décret, celui-là de 2010, que les ministères ont 5 ans pour transférer tout l'ensemble des compétences aux communes. C'était avant les régions. 2010. On devait donc évaluer en 2015. Nous sommes en 2020. Pourcentage de transfert constaté par le Conseil national de la décentralisation avant convocation du corps électoral pour les régions, 70%. 2010-2015, somme, pourcentage transféré, 70%. Je ne parle pas de toutes les conséquences des manquements qu'il y a à l'intérieur, ce qui était tout à fait dans la logique du temps. Alors maintenant, vous me demandez accélérer. On accélère par rapport à quoi? Parce qu'il y a les régions, oui, ça peut être un élément. Mais qu'est-ce qu'on a demandé de transférer? On a demandé un certain nombre de ministères. Éducation de base, en principe, qui est pratiquement le premier socle. En principe, l'éducation de base ne devrait plus être axée, devrait peut-être définir l'orientation à partir de Yaoundé. Aussi simple. La santé, plus ou moins les comités de gestion dans différents hôpitaux régionaux, du moins pas régionaux, dans certains hôpitaux, pour ne prendre que le cas du Douala, pour que les personnes comprennent très bien, l'hôpital de Daïdo, pour ceux qui comprennent, le comité de gestion est acté par le maire. Mais le maire de la ville ou le maire de le maire d'arrondissement de Douala premier. Douala premier. Le délégué du gouvernement, président du comité de gestion, hôpital Akentini, et bien entendu... Le maire de la ville? Oui. Et donc, bien entendu, l'hôpital général, naturellement, c'est l'État. C'est ça, en fait, par étape, par étape. Je fais simple pour que les téléspectateurs... Oui, mais on va le comprendre. L'hôpital de Daïdo, le maire de Douala premier. Oui. Voilà. L'hôpital Akentini. Le super maire de la ville. Oui, et l'hôpital général. Naturellement, l'État. Yaoundé, dans le ministère de la Santé. Simple. Voilà. Voilà, depuis Yaoundé. Aussi simple. Voilà quelques étapes. Ça reste entre les mains de Manaouda Malachi. Exact. Mais maintenant, premier couac, il y a le Covid. Il est piloté où? À partir de Yaoundé. Le comité de gestion de l'hôpital d'arrondissement ne voit rien. Celui de la Cantini ne voit que faille. 180 milliards pilotés à partir de Yaoundé. Donc, j'ai pris cet exemple simple là pour que vous compreniez. Le blocage, ce n'est pas tant l'idée. Ce n'est pas tant les textes. C'est les hommes qui l'animent. Et en cela, l'État du Cameroun aujourd'hui est devenu prisonnier de son administration. Prisonnier des fonctionnaires. Prisonnier naturellement de ceux qui animent l'action gouvernementale au quotidien. C'est pour ça que devant cette situation, le Premier ministre ne peut que crier. Mieux, le Conseil national de la décentralisation lui-même, il a plein de failles. Son membre, tout le monde, sauf les concernés. Quand vous voyez les membres du Conseil national de la décentralisation, il n'y a pas de représentants des communes. C'est 2 sénateurs, 2 députés, 2 membres du Conseil économique et social qui sont membres. Et les communes ont un instrument, un puissant instrument qu'on appelle l'association des maires. Oui. Naturellement, le président de l'association des maires, qu'on appelle CVUC, devait être membre. Est-ce qu'on a réglé le problème là-bas? On a vu dernièrement, c'est l'ancien président qui n'est même pas, qui n'est pas reconduit, qui est toujours... Justement, c'est de ce débat-là qu'il faut qu'on a. Alors, vous avez les CVUC qui ont une association dans laquelle il faut élire un maire et dont le maire actuel est un maire qui n'est plus en fonction. Donc il faut le remplacer. Bon, bien entendu, on vient de convoquer ce corps-là pour passer aux élections. J'ose croire que, comme tout à l'heure, M. Meka ne va pas
laisser que ce corps-là tombe entre les mains de ces intérêts étrangers qui visent à prendre le pouvoir. Vous savez que c'est de la succession du pouvoir qu'il s'agit maintenant. Les positionnements vont dans ce sens-là. J'espère qu'on reviendra dans une émission un peu plus en profondeur pour savoir. Donc, je resterai donc dans ce cadre-là. Vous avez des corps qui adressent la vie au quotidien des Camerounais, le transport. Dans les ministères de compétences à transférer, datant de 2004, je ne prends pas la loi de 2009, le ministère des Transports n'a rien à transférer. Le ministère des Mines, qui gère les carrières, n'a rien à transférer. C'est indécent, M. Serge Alain. Donc, il y a toute une grosse problématique. Mais quand bien même le peu qui reste, rien n'est fait, cela montre simplement que l'administration a pris en otage aujourd'hui les politiques. Et ces politiques sont devenues complètement la mamelle nourricière des fonctionnaires. Le problème alors, c'est l'État qui est devenu le parti et le parti qui est fait des fonctionnaires. C'est le RDPC, comme M. Meka qui est un bon fonctionnaire et qui est devenu aujourd'hui un bon militant du RDPC. Voilà. Jean-Robert Wafo dit très souvent que ce guichet unique, ce fameux guichet unique est à l'origine du ralentissement du transfert des compétences. Comment faire pour démanteler ce guichet unique qui semble se trouver à Yaoundé? Comme il a dit Hilaire Zipan, les textes sont bons, mais pourquoi on freine des quatre fers à Yaoundé? Tous les jours on dit accélération, mais on ne voit pas la voiture qui... Vous savez, il faut d'abord définir le concept de la décentralisation. C'est le transfert des compétences et des ressources conséquentes, n'est-ce pas, de l'État central aux collectivités territoriales décentralisées. Comme Hilaire Zipan a dit, ce concept est inscrit dans la Constitution du 18 janvier 1996. Oui. Pour avoir une idée, n'est-ce pas, de ce que l'État s'est transformé en un mammouth, les premières lois, c'était 8 ans plus tard, en 2004. Il les a bien citées, la loi d'orientation de la décentralisation et la loi fixant les règles applicables aux communes. Il y a eu des lois subséquentes, comme la loi portant fiscalité locale, etc., donc de 2009. Bon, mais maintenant, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que ce qui est mentionné dans les textes, déjà même porte les germes. Parce qu'on dit, porte les germes de cette lenteur et de ces blocages. Parce qu'il est inscrit dans les textes que ça obéit, que la décentralisation obéit au principe de progressivité, de complémentarité, de concomitance et de subsidiarité. Quand on parle de progressivité, vous comprenez très bien qu'au Cameroun, de ce que je viens de dire, progressivité signifie sans délai. Et c'est le problème qu'il y a, n'est-ce pas, avec cette décentralisation. Progressivité, c'est sans délai. Maintenant, quand on regarde le volume des ressources transférées par l'État central aux communes, si je m'en tiens, parce que la dernière évaluation, je crois que c'était en 2015, cette évaluation avait été faite donc pour la période 2010-2015 par l'ancien ministre de la décentralisation, de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Il avait fait part de ce que ce soit, c'est-à-dire quand on regroupe, n'est-ce pas, les différents transferts, que ce soit la dotation générale de la décentralisation, les impôts soumis à la péréquation, parce qu'il y a une part, c'est-à-dire qui est reversée, n'est-ce pas, aux communes d'arrondissement, ainsi que les crédits transférés par l'État à travers les ministères. Il avait parlé, n'est-ce pas, d'un montant global pour la période 2010-2015 de 588 milliards de francs CFA. Sauf qu'en réalité, ces 588 milliards de francs CFA représentaient moins de 3% du budget global de l'État durant la même période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous attendez 100 000 francs, sur 100 000 francs qu'on gère, n'est-ce pas, au niveau de l'État sur l'entente du territoire, 360 collectivités territoriales décentralisées, bref, communes d'arrondissement et 14 communautés urbaines, n'ont perçu que 3 000 francs. Moins de 3 000 d'ailleurs. Vous comprenez que le niveau est très faible. Bon, mais maintenant, jusqu'à ce que le grand dialogue national soit donc organisé, sur ces 3 postes-là, sur ces 3 agrégats-là, quand on les somme, on n'était qu'à 3,4%. Ça veut dire qu'on a bougé en faisant du surplace. Non, comme il l'a dit, le véritable frein à la décentralisation, ce n'est pas seulement les textes, mais c'est que aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est l'appareil administratif, c'est les hauts fonctionnaires
de la République qui ont transformé, n'est-ce pas, ce concept de décentralisation, je veux dire même l'État jacobin, l'État centralisé, en leur mamelle nourricière. Ils ont transformé cette manne financière de cet État jacobin en leur mamelle nourricière. Quand vous parlez des transferts, je rappelle que, n'est-ce pas, si on prend le texte récent, qui est considéré comme, par certains comme la Bible des collectivités territoriales décentralisées, à savoir le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Je vais prendre 2 exemples sur les compétences, puisqu'on parle des compétences. Au niveau de l'éducation de base, il est mentionné que quoi? Que les communes, dorénavant, vont s'occuper du recrutement et de la prise en charge, n'est-ce pas, du personnel périscolaire, primaire et maternelle. Jusqu'à présent, montrez-moi une seule école publique primaire gérée par une commune d'arrondissement, parce qu'il est mentionné que les communes d'arrondissement doivent gérer, c'est-à-dire ils doivent recruter le personnel et les prendre en charge, c'est-à-dire prendre en charge leur salaire. Ce n'est pas encore le cas. Pourtant, le Code général de la décentralisation, ça a été voté le 24 décembre. 24 décembre 2019. Dans un an, donc dans bientôt un an. De 2 mois, ça va faire un an. Ça, c'est au niveau de l'éducation de base. Au niveau de la santé, puisqu'on a plein Covid, comme Hélène Zipan l'a dit, il est question que les communes d'arrondissement, n'est-ce pas, s'occupent également de la prise en charge, du recrutement et de la prise en charge du personnel infirmier et paramédical dans les centres de santé intégrés et dans les centres médicaux d'arrondissement. Est-ce que c'est le cas? Non. Monsieur le maire pourra nous dire. Sauf si ils l'ont fait peut-être dans leur commune sans ce qu'on appelle de façon triviale au Cameroun le fameux décret d'application. Je vais encore prendre un autre exemple. Parce que, voyez-vous, même les décrets qui ont été signés à la suite des lois, parce qu'un décret est d'application immédiate, ces décrets-là, quand même, ils sont pris par le président de la République, ils ne sont pas appliqués. Ils ne sont pas appliqués. J'en veux pour preuve. Des gens vont dire que c'est parce que je suis concerné. Les salaires des maires. Aujourd'hui, les anciens exécutifs communaux ont 16 mois d'arriérés de salaire. Ce décret a été signé par le président de la République en juin, je crois que c'est en juin 2015. Et on a commencé à payer en 2017 sans rappel. J'en veux pour preuve les marchés. Dans les marchés, c'est-à-dire qu'il y a eu un décret du Premier ministre, chef du gouvernement, qui, je crois que c'est le décret de 2015, fixant des modalités de transfert de certaines compétences de l'État aux communes, notamment en matière de commerce, qui dispose dans l'article 13 alinéa 1 que les communes gèrent les marchés installés sur leur territoire. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Et je rappelle que ça a été un combat terrible, alors que cette disposition existait déjà dans la loi de 2004. Mais il a fallu, et ça, pour ne pas qu'on dise que je ne donne pas des berceuses, n'est-ce pas, à ceux qui nous gouvernent. Il me souvient, et il peut être témoin, qu'à l'époque, et je n'étais pas encore maire, j'étais conseiller municipal, la bataille, par exemple, des marchés, c'est une bataille que j'avais engagée. Personnellement, tout le monde, il est Édouard Fauchivet, donc tout le monde. C'est-à-dire que, heureusement, qu'à l'époque, il y avait un homme de qualité. Ça, il faut le dire, pour ce qui concerne les collectivités territoriales décentralisées, il y avait un homme de qualité dans le Vouri. Il était préfet du Vouri. L'actuel gouverneur Bernard Okalia Bilay, qui avait pris sur lui de dire, mais attention, il faut que ça s'arrête. Il a fait asseoir les maires, il a fait asseoir, n'est-ce pas, le délégué du gouvernement à l'époque, et il a tranché, il a dit, bon, les marchés donc, de proximité seront reversés aux communes. Donc, c'est pour vous dire que, s'il ne l'avait pas fait, on serait toujours dans le même problème. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement une question de tête, c'est également une question d'homme. Et moi, je dis, on doit apprendre, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'à appliquer les textes. Je prends un autre exemple, plus vivant. Au niveau des mines, vous avez parlé des mines, du ministère des Mines. Bien entendu. Mais regardez le problème qu'il y a, par exemple, à Djombe Penja pour la gestion des carrières. Les carrières, c'est des produits non concessibles. La pousilante, par exemple, c'est non concessible. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'on nous pose? Qu'est-ce que la technostructure qui entoure, n'est-ce pas, le ministre chargé des collectivités territoriales, il demande
ils demandent d'attendre le décret d'application, comme si, et ça c'est pour vous dire, du 2 poids 2 mesures, suivant que les mafias entretiennent tel ou tel segment lié, n'est-ce pas, à la gestion des communes, alors qu'on n'a pas eu besoin, par exemple, d'un décret d'application du président de la République pour installer les maires de ville, pour passer des communautés urbaines aux communes de la ville. Donc c'est pour vous dire que, en réalité, ces mafias sont là, et je pense pour ma part, que le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a encore cette crédibilité, parce qu'on l'a vu, n'est-ce pas, dès sa prise de fonction, je crois qu'il doit prendre les choses en main, comme il a fait, il a donné demander assez, il a donné budget, et le ministère qui ne le fait pas, qui tire les conséquences, qui réclame leur tête, et qu'on les mette de côté. Aussi simple c'est si simple que ça. Sinon, on lui imputera cela en tant que chef du gouvernement. Voilà, il a dit, Jean-Robert Wafo, on n'a pas eu besoin du décret d'application pour passer du délégué de gouvernement au maire de la ville. Je reste Espoir Billon. Est-ce que vous, au niveau de Douala 5e, la loi vous reconnaît le recrutement, c'est-à-dire les mairies, le recrutement du personnel enseignant et personnel d'appui au niveau des écoles, qu'est-ce que la commune d'arrondissement de Douala 5e a fait pour ce qui est du secteur de l'éducation en rapport avec le texte de 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées? Serge Alain, je voulais rappeler à vos téléspectateurs ici que la décentralisation ne fait pas un État dans un autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petits Cameroun dans le Cameroun. Ça, c'est la première chose. Vous refusez les pouvoirs qu'on vous donne? Serge Alain, que j'aille au bout de mon idée. Oui. La deuxième étape, c'est que jusqu'au transfert des compétences. Parce que quand on parle de compétences, on parle de la capacité à exercer. Oui. Donc, jusqu'à ce que ce transfert de compétences soit effectif, les écoles primaires, comme on appelle vulgairement, sont dirigées par des fonctionnaires. Je souhaite que cette fonction publique locale soit suffisamment implémentée. Je voudrais qu'on oriente la réflexion vers ce sens-là. Les mairies qui seront appelées à recruter pour que ces écoles... Ma question est justement de savoir, est-ce qu'au niveau de Douala 5e, vous avez déjà pris les choses en main? Comme il a dit, on n'a pas eu besoin d'un décret d'application. Est-ce que Douala 5e a pris les choses en main au niveau de ce secteur-là? J'aurais souhaité... L'éducation c'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais j'aurais souhaité que vous me posiez la question de savoir est-ce qu'au niveau de Douala 5e, nous avons la capacité de prendre les choses en main. Si la mairie de Douala 5e prend sur lui aujourd'hui de recruter les enseignants, de les affecter dans ces écoles pour que ces enseignants qu'on va travailler, avec quel budget on va les payer? Toujours avec celui de la commune? Ou alors, c'est pour ça que je voudrais qu'on sache. Transfert de compétences, ça rime avec transfert de moyens. Voilà. Pour le moment, nous, à Douala 5e, nous n'avons pas encore eu les moyens qui permettent que ces compétences soient totalement gérées par nous et le mécanisme qui permet que nous puissions recruter. C'est pour ça que j'ai souvent pensé, et je continue de croire, que le Cameroun est en perpétuel chantier. Le chantier de la démocratie, le chantier de la décentralisation, le chantier qui construira un État, mais alors un véritable État, qui, le moment venu, sera un État totalement... je n'ai pas l'impression que la France est totalement aboutie, mais nous pensons que le Cameroun, qui est en perpétuel chantier, à terme, va permettre que nous puissions dire oui, nous avons atteint le but, nous avons atteint l'objectif. Nous sommes réellement dans un État décentralisé. Mais pour le moment, moi, je ne pense pas que ce soit encore le cas et je ne peux pas leur demander de faire ce que je sais qu'ils sont incapables de faire. Parce que je voudrais dire une chose, nous avons mis les lois en avant, mais tout à l'heure, monsieur le ministre a dit qu'ils ont leur fameux mot, décret d'application. Moi, je pense que ce n'est pas seulement un fameux mot qu'ils ont, c'est qu'on a passé le temps à voter des lois et à les mettre au même niveau. Je pense que implémenter une loi sur les mines, avec ce que ça regorge comme intérêt, le seul revenu dans ce ministère étant peut-être des carrières et des trucs minéraux, de tout ce sol, leur demander de donner toute cette compétence à des collectivités territoriales décentralisées, c'est leur dire de rester sans rien faire.
à quoi servirait ce ministère, peut-être à coordonner cela. Maintenant, si on se posait la question, est-ce que toutes les collectivités territoriales décentralisées auront la compétence? On nous dirait ici qu'on a transféré ces compétences. Il faut savoir que le ministère des Mines n'a déjà pas suffisamment de personnel pour pouvoir les déployer dans tout le Cameroun, dans les 360 communes qui auraient besoin de ces compétences. En fait, je refuse d'être pessimiste, je refuse de voir mal, je refuse de voir le verre à moitié vide, je préfère le voir à moitié plein. C'est pour ça que je prends cette position. Toutefois, je vais revenir ici et déplorer le fait que les fonctionnaires ont choisi d'empêcher que la décentralisation soit effective dans notre pays. Ne pas le décrier, c'est faire preuve de mauvaise foi. Le reconnaître, c'est les pousser à changer de casquette. C'est les amener à comprendre qu'ils sont Camerounais autant que nous et qu'ils ont intérêt, comme nous, à voir ce pays atteindre l'objectif idéal qui est l'effectivité de la décentralisation. Notre pays gagnerait énormément à ce qu'on soit un État décentralisé, plutôt qu'avoir cette lourdeur administrative et continuer à peser. Je vais vous dire un autre cas, Serge Alain. Moi, je suis chargé de l'environnement à Douala 5e. Et dans le cas de l'environnement, lorsque vous déposez les thèmes de référence de la notice d'impact environnemental, la loi demande que je transfère vos thèmes de référence pour avis technique au délégué départemental de l'environnement. Quand je les lui transfère, il est question là qu'il prenne connaissance et qu'il apporte un avis technique parce qu'il est l'ingénieur de l'État. Il est celui qui est censé mieux connaître ce domaine. Parce que le fait d'être maire ne vous donne pas les compétences dans tous les domaines. Oui. Et donc, quand vous le lui envoyez, s'il estime qu'il peut vous bouder, il prend le dossier, il classe chez lui. Dans mon cas actuellement à Douala 5e, tous les dossiers qui sont envoyés au délégué départemental de l'environnement, il les a classés. Il ne les a plus jamais traités. Mais comme la loi dit que 15 jours après, vous prenez acte du fait qu'il n'a pas répondu et on a créé une commission, encore qu'on attend que la délibération valide cette commission, qui permettra qu'on étudie et qu'on étudie ces dossiers et qu'on fasse appel à des experts sur le plan environnemental qui vont nous accompagner. Seulement, je dis, quand vous avez ce genre de fonctionnaires, quand vous avez ce type de Camerounais, qui pour eux, d'autres intérêts sont plus importants que l'État, que le Cameroun, et bien voilà, on aura une décentralisation qui n'aura jamais d'effectivité. Ok. Merci. Voilà, André Luther Beka, je crois que vous avez suivi, il semble être unanime, les copanélistes, les fonctionnaires, c'est le véritable problème. C'est eux qui empêchent la décentralisation d'aller comme on aurait souhaité. Est-ce qu'ils sont au-dessus de la loi? Les lois sont là. Pourquoi les fonctionnaires au niveau de Yaoundé bloquent les choses? Disons que c'est pas ce que moi j'ai suivi. Ce que j'ai suivi, c'est qu'il y a eu un constat dans un certain nombre de transferts qui ont été faits, notamment sur le cadre de l'employabilité, le recrutement des enseignants au niveau, n'est-ce pas, des maternelles, pour ce qui concerne les communes, des enseignants dans les lycées, du personnel médical, au niveau, n'est-ce pas, je crois, de la décentralisation. Nous pouvons dire qu'il y a quand même un chemin qui a été parcouru. Le premier chemin était de passer, n'est-ce pas, des provinces aux régions. Et après les régions, on a doté, n'est-ce pas, un certain nombre de compétences aux communes et aux régions. Et ces compétences sont déjà actées, parce qu'on a cité plusieurs compétences. Aujourd'hui, il faudrait, n'est-ce pas, aussi penser les parcs, les activités socio-culturelles qui sont, n'est-ce pas, transférées aux communes. Et le véritable problème, l'enjeu que je vois ici, c'est l'implémentation. Ouais. Donc, parce qu'il faut déjà acter qu'un certain nombre de compétences ont été transférées, et notamment le Premier ministre a pris les choses en main, c'est au niveau de l'implémentation. Et à ce qui concerne l'implémentation, l'État qui a transféré ne va pas venir, n'est-ce pas, en aval pour l'implémenter. Il s'agit effectivement maintenant aux maires de s'approprier cette implémentation et de trouver des cadres, n'est-ce pas, de concertation pour que cela soit acté sur le terrain. Comme pour dire qu'il est important aujourd'hui que les maires s'approprient, n'est-ce pas, ce transfert de compétences. À ce que les gens disent, il y a un jeu sur les règles du jeu, parce qu'il y a des dotations, il y a une dotation de 100 millions qui a été octroyée aux maires pour leurs projets, et chaque année, il y a 27 millions qui sont donnés, n'est-ce pas, pour les routes communales. Alors, lorsque M. Zipan dit qu'effectivement, tout est piloté de Yaoundé en ce qui concerne les projets, c'est pas exact, parce que les 27 millions qu'on donne aux communes, c'est pour les routes communales. Et bien, le transfert de compétences va faire en sorte que les régions vont gérer les routes régionales et les nationales seront gérées, n'est-ce pas, par l'État qui, effectivement, couvre, n'est-ce pas, l'ensemble du territoire. Donc, ma foi, je pense qu'il y a des choses qui sont faites et vous allez constater effectivement que dans le cadre, n'est-ce pas, du statut spécial, il y a également la House of Divisional Representatives
et la House of Chiefs, qui travaillent de façon bicamérale, c'est-à-dire qu'ils délibèrent de façon séparée et de façon autonome. Et l'organe délibérant, n'est-ce pas, peut même faire l'impeachment, c'est-à-dire destituer l'organe exécutif. Donc, il y a une certaine autonomie qui est déjà actée dans le cadre de la décentralisation. Maintenant, je pense que le constat qui est fait, et qui est un constat froid, c'est qu'il faudrait qu'il y ait l'implémentation. Et dans l'implémentation encore, l'État ne va pas transférer les compétences en amont pour venir encore implémenter en aval. Donc, je crois qu'à ce niveau, il est important aujourd'hui que les maires qui sont en activité puissent déjà travailler par rapport à l'implémentation. Quand je parle de l'implémentation, de quoi s'agit-il? Et puis du décret d'application? Non, il y a nettement le décret d'application qui est attendu. Et vous voulez donc que les maires... vous avez vu Paul Riquinger? Oui, je connais. Les maires ne peuvent pas implémenter. Il faut le décret d'application. On a vu ce qu'a essayé de faire André... Paul Riquinger. Non, je veux dire, quand je parle d'implémentation, il s'agit déjà de créer des cadres de concertation. Parce que ce qui est évident, c'est que ce sera acté, ce sera implémenté. Mais le temps passe. Alors, les cadres de concertation... Le mandat s'écoule. Les cadres de concertation, c'est de travailler avec la tutelle des communes, notamment le préfet, pour déjà asseoir la collaboration entre les établissements et les mairies, entre les hôpitaux, n'est-ce pas, des centres intégrés, les hôpitaux du district, avec, n'est-ce pas, les régions, pour que le moment venu, lorsque le décret d'application arrivera, que cela soit, n'est-ce pas, une sorte de continuum. Donc, pour moi, je crois que s'il faut dire aujourd'hui que des choses avancent, je vais dire que cela avance. Parce que nous sommes quittés, n'est-ce pas, de la théorie, nous sommes quittés, n'est-ce pas, de l'évolution, étape par étape. Aujourd'hui, les présidents des régions seront votés, les maires des villes sont déjà votés, un certain nombre de compétences. Est-ce que vous comprenez l'attitude du Premier ministre John Gauthier qui donne 8 jours? Vous dites que ça avance. Le Premier ministre a besoin de sortir pour dire qu'il donne 8 jours aux membres du gouvernement, à certains membres du gouvernement, André Luther Meka. Vous trouvez que ça évolue? Cette sortie-là, elle a tout son sens. Non. Il a presque mis comme il dit, il a mis le pistolet au niveau de la tempe de ces ministres-là qui freinent le processus. C'est tout à fait exact que le Premier ministre qui coordonne l'activité gouvernementale puisse donner un délai, une échéance, n'est-ce pas, à un certain travail. Mais ce que je voudrais faire comprendre aux téléspectateurs, c'est que il y a déjà des compétences qui sont transférées dans certains ministères, l'éducation de base, n'est-ce pas, le MINISEC, n'est-ce pas, le MINAC, qui sont déjà transférés. Maintenant, nous sommes au niveau de l'implémentation. Et c'est à ce niveau que le Premier ministre demande, n'est-ce pas, d'accélérer le processus pour que cela puisse, n'est-ce pas, être implémenté sur le terrain. Laissez-nous... Mais j'ai l'impression que... Non, je pense que cette émission a été suivie par beaucoup de Camerounais. Ils étaient un enseignement. Si vous n'avez pas d'idée, M. Meka, vous laissez. C'est bon. Vraiment, il faut respecter le téléspectateur. Le Premier ministre donne 8 jours à un membre du gouvernement. Vous savez ce que ça veut dire en entreprise? Ça veut dire quoi? Que vous n'avez rien remis depuis. Vous n'avez rien remis depuis. Non. Je vous ai demandé. Vous n'avez rien remis depuis. Vous avez 8 jours. Dans ce cas, je prends mes responsabilités. C'est ce que ça veut dire, le Premier ministre. La loi ne date pas de 2009 ou de 2019. On a fait l'historicité ici de cette loi. 2004-2020, ça fait combien d'années? 16 ans. Le Conseil national de la décentralisation, on était censé transférer entre 2010 et 2015. 5 ans. Rien n'est fait. Pour les communes, je ne fais pas l'amalgame avec les régions. Pour les communes. Et, il faut vous appeler l'exemple sur les écoles maternelles, primaires. Et là, je fais un peu pour qu'il y ait de la clarté. Vous savez, lorsqu'il y a des textes, est-ce qu'il y a des précisions? On ne fait pas d'amalgame. Je prends un cas très simple. L'ensemble des fonctionnaires est géré par le ministère de la fonction publique. C'est là-bas que chacun a un matricule. Quand même vous travaillez ailleurs, ça veut simplement dire que dans ton transfert de compétences, il suffisait qu'on clique tout l'ensemble du personnel du ministère d'éducation de base, dorénavant transféré à telle commune. Point barre.
Et il y a un responsable du ministère de la fonction publique qui veille en ce que chacun soit à son poste. Aussi simple que ça. On n'a pas demandé de payer les salaires. Parce qu'il y a l'unicité de la caisse. Deuxième exemple, c'est que, monsieur Meka, soyez quand même sérieux. Qu'est-ce que vous appelez implémentation? C'est un nouveau mot. Qu'est-ce que vous appelez orientation? C'est un nouveau mot. Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Et 15%, et là, il faut que les Camerounais comprennent, 15% du budget national, dans 2 mois, ça veut dire qu'à peu près, minimum 750 milliards vont être transférés aux régions et aux communes pour être administrés. Si vous n'avez pas des gens compétents, ça ne sert à rien. Monsieur Meka, le RDPC, tel qu'il est formulé à l'heure actuelle, le Premier ministre vous dit que ça ne marche pas. Voilà ce que le Premier ministre vient de dire. Le Premier ministre dit qu'il faut aller vite. Non, il a 8 jours. Il ne dit pas que ça, il ne dit pas que ça marche pas. Vous permettez il faut aller vite. Permettez à Jean-Robert Wafour, avant le journal. Non, mais ce que je vais dire, monsieur le maire, quand vous parlez d'effectifs insuffisants, c'est méconnaître un peu, n'est-ce pas, ce qui se passe au niveau central. Mais nous avons des intelligences au Cameroun qui chôment. Oh, prenez un peu, c'est-à-dire que prenez le fichier solde de l'État. Le ministre, non, le SIF a toujours mentionné que le fichier solde de l'État était corrompu par les faux fonctionnaires. Et il y a eu des opérations d'assainissement du fichier solde de l'État qui ont produit des gains de productivité. Pourquoi ne pas recruter des gens, de nouvelles intelligences, avec le gain de productivité tiré de l'assainissement du fichier solde de l'État. Ça va résorber le problème de chômage. Et puis, c'est comme ça que dans toutes les communes, n'est-ce pas, on pourra affecter les pertes. Autre chose, quand vous parlez... Permettez Jean-Robert, c'est l'heure du journal, on revient, beaucoup de temps. Elle est déjà là, Nadine Yambo. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir, c'est Jeanne Autou. Bonsoir également à vos invités et à vos chers téléspectateurs. Ce soir, au journal de 20h, nous parlerons de la compagnie aérienne Cameco qui est au cœur de tous les débats ces derniers jours. Le nouveau report de la relance des vols commerciaux annoncé en grande pompe renforce, selon les experts, l'image d'une compagnie au bord de la faillite. Le top management de Cameco évoque bien évidemment des problèmes d'assurance en raison de la pandémie de coronavirus. Dans ce journal, nous reviendrons également sur cette sortie de Cabral Libye. Ce jour à Yaoundé, le président du PCRN, au cours d'une conférence de presse, a appelé les Camerounais de tous bords à se mobiliser massivement pour dire non à la nouvelle taxe douanière sur le téléphone et même le scandale au dernier concours d'entrée à l'ENAM. Et puis, hors de nos frontières, nous irons voir avec nos envoyés spéciaux en Guinée-Conakry, Gizogo et Emmanuel Diop, sur l'ambiance des dernières heures de la campagne électorale. Elle s'achève dans ce vendredi et les candidats qui multiplient les stratégies pour pouvoir donc convaincre les électeurs. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de André Luther Meka, Joseph Espoir Billon. Il est là également Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front et Hilaire Zipan Cameco, comme je l'ai dit, 2 tentatives. La troisième, c'est la bonne? Oh, je ne peux pas dire. 18 octobre. On va croiser les doigts pour que cette fois-ci, ça soit la bonne. Oui. Mais par les annonces de Cameco, ça ne montre pas la fiabilité du top management. Je pense que si dimanche de Cameco, oui. Si dimanche ça ne démarre pas, je pense qu'il faut tirer les conséquences. C'est comme les départs des avions là-bas? Ben, je pense que ce qui a dû faire, c'est que lorsqu'on est à la tête d'une société comme Cameco, une société en même temps stratégique et extrêmement importante, on ne se précipite pas dans les annonces. Vous ne pouvez pas regarder la paperasse qui permet à un véhicule de marcher et s'assurer qu'il manque l'assurance, mais dire quand même au client que la voiture va repartir. Moi, je suis transporteur. La première des choses, c'est qu'on vérifie la paperasse administrative. Ouais. Et là, l'assurance... On n'a pas vérifié avant la toute première... Allons. Nous sommes au sérieux.
ce n'est pas quand même le ministre qui va aller payer, c'est le directeur général qui s'assure que c'est payé. Et c'est quand il a toute la paperasse qui dit que Kamer va décoller. Il n'a pas la paperasse, mais il dit que Kamer va décoller. Ça en sérieux un peu. Ok. Jean-Robert, non, d'abord le maire Huillon, plus de 100 milliards de dettes, plus de 60% des effectifs en congé technique, et 6 mois d'arriéré pour le personnel, c'est quand même énorme. Pour l'étoile du Cameroun. J'ai envie de reconnaître que l'étoile du Cameroun est au rouge. Oui. J'avais envie de dire orange, parce que j'aime souvent être du côté du verre à moitié plein. Oui. Mais là, vous êtes obligé toujours de choisir ce côté-là, avec Camerco. Là, je n'ai pas le choix. Ne pas reconnaître que Camerco est au rouge, c'est l'enfoncer davantage. Oui. Je pense qu'il est indispensable que le ministre des Transports, que le Premier ministre et le Président de la République, en tant que chef de l'État, qu'ils se lèvent et qu'ils prennent les résolutions urgentes. Il s'est levé plusieurs fois pour Camerco déjà. Vous savez combien de fois il a... je pense que Camerco a un véritable problème. Oui. Peut-être qu'on a... Vous savez, lorsqu'on identifie mal le problème, on apporte la solution qui n'est pas adaptée au véritable problème. Oui. Camerco, qu'on l'accepte ou non, a forcément un problème de management. Comment vous expliquez qu'au Cameroun, une fois une société est privatisée, il fonctionne mieux? Peut-être c'est parce qu'on a le syndrome du fonctionnaire. Comme beaucoup pensent. Ouvrir le capital vous pensez que ouvrir le capital au privé apportera la solution si on garde le même management? Je pense qu'il faut trouver le vrai problème. Peut-être que je ne le connais pas moi, mais il est indispensable aujourd'hui que nous venions à l'évidence que Camerco souffre d'un malaise réel et qu'il est indispensable de découvrir de quoi il s'agit. Vous savez, si vous avez le coronavirus et qu'on passe le temps à vous soigner le palu, c'est clair que vous ne guérirez jamais. Moi, je dis, Camerco souffre énormément et il est indispensable que le président de la République, parce qu'il est quand même la plus haute autorité indiquée au Cameroun pour apporter les solutions de ce genre, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il nous aide à relever l'étoile du Cameroun. André Lutermeka, est-ce que le Cameroun est obligé d'avoir une compagnie aérienne? Oui, notamment, c'est la fierté du Cameroun, vous savez. C'est la fierté? Vous êtes fier de Camerco? Je suis fier de toutes les sociétés qui représentent l'étoile du Cameroun. Même ceux qui sont en faillite alors. Ce que je voudrais dire, c'est que toutes les compagnies du monde pendant la Covid-19 ont connu des difficultés immenses. Camerco a eu des difficultés, notamment près de 2 milliards de dettes salariales, pratiquement. Les avions sont effectivement abîmés. Il était important, d'ailleurs, c'était dans le plan de redressement qu'ils vont faire la location des avions. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il y avait des petits problèmes d'assurance. Donc, ça veut dire que... Des petits problèmes? André Luther, vous trouvez que c'est petit, l'assurance, en matière d'aéronautique? Quand je dis des petits problèmes d'assurance, pour moi, c'est la main courante dans une entreprise parce qu'il y a plus important, notamment dans la maintenance et aussi dans les accords, n'est-ce pas, en ce qui concerne les compagnies aériennes. Donc, c'est un dossier que j'ai suivi de près, dont j'ai travaillé avec Camerco, que je connais parfaitement. Donc, je me dis aujourd'hui que l'essentiel est déjà sauf. Il faut lancer, n'est-ce pas, le trafic. Et c'est bien comme ça commence, n'est-ce pas, en interne, pour pouvoir roder un peu la situation. Je tiens à rappeler qu'il y a aussi eu des congés techniques. Il y a du personnel qui est, n'est-ce pas, en congé technique. Donc, nous sommes obligés de soutenir Camerco. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut se focaliser. Parce qu'il faut déjà amener les Camerounais, d'abord, à être la première clientèle, n'est-ce pas, de Camerco. Comme les lignes sont internes, il faudrait déjà que les Camerounais pensent, n'est-ce pas, à soutenir en prenant Camerco pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce que cela puisse marcher, cela puisse décoller. Pour moi, le vœu pieux que je fais, c'est que ça marche. Okay. C'est important que ça marche. Ok. Jean-Robert Wafo, Camerco, qu'est-ce qu'il faut finalement? Est-ce que ce 18 octobre, ce sera l'envol tant espéré? Non, mais la naissance de Camerco portait en elle-même les germes de sa faillite. Il n'y avait pas de business plan clairement établi. Il n'y avait rien du tout. Bon, voilà, tout devait être supporté par l'État du Cameroun. À cette époque-là, l'État encore avait certaines petites recettes, dont avait quand même de petites recettes qui permettaient de subventionner. Aujourd'hui,
du fait de la Covid-19, du fait également de la crise dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont impacté de façon négativement et de façon considérable, n'est-ce pas, sur les recettes, sur nos recettes d'exportation, puisque la chute de nos recettes d'exportation a créé un déficit de la balance commerciale ainsi que celui du paiement énorme. Je ne vois pas pourquoi on doit continuer avec Cameco. Il faut avoir le courage, n'est-ce pas, à défaut d'ouvrir le capital, avec la garantie que l'État ne va plus, n'est-ce pas, être le principal acteur. Si on n'a pas ce courage, il faut tout simplement fermer, parce que qui peut me dire donc aujourd'hui le montant total des subventions que l'État a alloué à cette entreprise? Avec cet argent, on aurait pu faire autre chose. On aurait pu faire beaucoup de choses, notamment dans le social. Et puis, bon, si on doit maintenir, n'est-ce pas, une entreprise au motif que ça fait la fierté nationale, moi je dis, cela relève quand même d'une camerounaiserie. Une entreprise est faite pour rapporter de l'argent. C'est pour la recherche du profit. Est-ce que Cameco nous rapporte de l'argent? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ouvre le capital ou tout simplement on la ferme. Comme les NAM? Oui, mais là, les NAM... c'est la position du SDF. Oui, mais il faut fermer les NAM. Parce que l'objectif initial de l'ENAM, qui était de démocratiser la haute fonction publique et d'homogénéiser, n'est-ce pas, socialement, s'il faut ouvrir ceux qui vont à l'ENAM ou alors ceux qui sont automatiquement dire des choses là-dessus. Ce n'est plus, les objectifs ne sont plus les mêmes. L'ENAM est devenu aujourd'hui un filtre social contre la méritocratie et républicaine, parce que le quota de l'équilibre régional qu'on brandit, en réalité, non seulement c'est pas respecté, mais en réalité, ce quota qu'on brandit, c'est pour les fils d'eux. Donc l'ENA est devenu un outil de fabrique de la reproduction dynastique. Rapidement, vous avez demandé à lui de répondre. Non, il faut des administrateurs pour gérer le Cameroun, et il faut des administrateurs pour ce fait, bien formés, qui vont permettre à ce que les administrations fonctionnent, notamment au Cameroun. Le débat je vous ai suivi religieusement. Et les administrateurs civils du Cameroun sont bien formés. Il y a eu des grands gouverneurs, des grands préfets dans ce pays, et il y en a toujours. Ils sont bien formés pour le commandement. Et le commandement, c'est un concept. On peut parler de l'autorité, on peut parler du management. Pas pour performer l'administration. Mais monsieur Wafo, vous êtes dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Je suis en train de dire que le débat qui a cours aujourd'hui sur l'équilibre régional est un faux débat. C'est un faux débat parce que lorsque on fait un concours, c'est un professionnel qui vous parle. Et il y a plusieurs critères. Il y a le critère, n'est-ce pas, j'allais dire, le critère de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine moyenne. Il y a le critère même de la compétition. C'est-à-dire qu'on élimine au fur et à mesure qu'il y a assez de candidats. Alors, il est important que lorsque une région commence à revendiquer, qu'on ait d'abord le quota qui a fait le concours, le niveau qu'ils ont atteint dans la compétition, et effectivement, s'ils ont compétit dans toutes les filières, à des barèmes différents pour pouvoir faire le prorata. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand les non-professionnels viennent parler de ça ici, moi, ça m'amuse parce que on n'a pas besoin d'être professionnel. Merci, on a compris. Combien de fils d'ouvriers, combien de fils d'agriculteurs, combien de fils de chômeurs? Merci, Jean-Robert. Il y en a. Je comprends. Je peux vous donner des exemples. Je vous en prie. Donc, le ministre Joseph Lé n'a plus besoin de faire sa conférence. Vous avez expliqué à sa place. Merci. Dites-moi, Hilaire Zipan, cet rapport, les communes, les régions, comment ça va se passer? Déjà, les communes, il y a un président qui est ancien maire, qui n'est plus là, mais qui continue à diriger la structure. Oui, d'abord, le socle de la décentralisation, c'est la commune. La commune. Je pense que ça, il faut continuer à la valoriser. Et si les communes ne sont pas organisées, comment ça va se faire? Non, d'abord, le socle, c'est la commune. Si on faut parler de décentralisation, le socle, c'est la commune. Il faut les valoriser. Il y a des textes qui ne sont pas tout à fait parfaits. Elles sont suffisamment organisées et on a un niveau régional, on a un niveau national. Je pense que jusqu'à maintenant, le laxisme est dû au fait que l'animation qu'il devait avoir au niveau national pour influencer
au niveau des textes ou des arrêtés qui pouvaient conséquemment permettre le fonctionnement de ces communes-là, ne s'est pas fait humblement. Il savait que on va procéder certainement à de nouvelles élections et il y aura certainement de nouveaux postulants. On souhaite que ceux qui arrivent là puissent avoir la capacité, ou du moins le président qui arrive puisse avoir la capacité d'abord de comprendre cette problématique. Quelle va être la place de la commune auprès de la région? Parce qu'au point de vue constitutionnel, les régions ont beaucoup de pouvoir. Et le pouvoir des régions ne pourra être atteint au mieux, ressenti par le Camerounais lambda, que si c'est au niveau de la commune que tout cela est bien fait. Ça veut dire que cette fois-ci maintenant, on sera plus sur un pied. On sera sur un pied gauche et un pied droit, pour que les téléspectateurs comprennent très bien, qui va être d'un côté la région et de l'autre côté la commune. C'est vrai que à l'heure actuelle, la compréhension de la place de la région est trop complexe. Mekaïr s'est rentré dans les exagères d'explications, le statut spécial. Tout ça ne marchera pas, Meka. Ça ne marchera pas. Pourquoi? La seule solution qu'il faudra faire pour résoudre le problème camerounais, c'est de faire le fédéralisme. Point barre. Je ne comprends pas trop bien comment, pour faire un peu dans ce truc-là, vous avez la chief of law des chefs qui va prendre une délibération, de l'autre côté, les conseillers qui prendront une délibération, et ensuite on va faire une fusion. Non, un conseil ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas deux équilibres. Il doit avoir un conseil uniforme avec un règlement intérieur. Nous avons été des élus. Ouais, tu n'as jamais été élu. Oh non. Mais nous étions des élus. On sait comment tu n'as jamais été élu. J'ai été candidat. Jamais élu. Pas on est candidat. Jamais élu. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous savez pas comment ça. Non, tu peux enseigner sans ne pas comprendre. Non, mais je peux t'enseigner. Dans le cas contraire. Non. Le diplôme ne te donne pas la présomption de connaissance. Non, l'expérience. Le diplôme ne te donne pas. Nous théorisons cela et on enseigne cela. Non, enseigner ne veut pas dire qu'on connaît. Mais ça veut dire qu'on copie bien. Et dans ton cas, espèce, tu copies beaucoup bien. Non. C'est la connaissance. Aligner les phrases ne veut pas dire qu'on comprend. Non, je vous dis, on enseigne cela. C'est pas que tu enseignes cela. Ah bon? Oui. Bien fait. Une fois que tu as fini de m'enseigner cela, donc tu n'as rien compris. Bien. À partir de là, donc, dans le cas d'espèce, il est donc bon que les gens comprennent ce que c'est que la commune. Et l'association, bien entendu, de cette commune-là, d'ensemble des maires, nous souhaitons qu'il joue pleinement son rôle. Plus que son rôle, pour permettre en ce que les gens puissent avoir suffisamment de moyens. Au Grand Dialogue National, on a eu la chance, Robert Wafo et moi, de participer à ce dialogue-là. Et à ce dialogue-là, nous avons demandé qu'on puisse avoir 15% aux régions. Mais 15%, ce n'est pas seulement aux régions. Il va y avoir une partie dans les communes. Et Wafo vous a dit qu'il y a énormément de textes subséquents qui sont complètement contradictoires avec l'application qui existe actuellement. Donc, tout cet ensemble-là doit être mis, d'abord, d'une part, par des gens qui ont l'expérience, ensuite, qui peuvent implémenter par des moyens, par des arrêtés aussi simples ou des circulaires. Et là, j'appelle franchement les maires, parce que le vécu quotidien, ma proximité, je n'ai pas besoin du président de la République pour l'assumer. Que le maire qui assume ma sécurité, le maire qui assume mon transport, qui assure la sécurité de mes enfants, puisse être quand même avoir suffisamment de moyens. Et là, je pense que le premier levier, c'est qu'au moins on puisse avoir des gens capables de porter ce combat-là au plus haut. Par la suite, on verra donc si les régions vont jouer également leur rôle. Et enfin, on verra donc si tout cela va marcher. Et en ce soir, je pense que nous avons eu la preuve si on était besoin que, excepté le verbiage, dont certains se prétendent sur le plateau de télévision pour dire ils n'ont ni l'expérience, ni la capacité, ni la personnalité pour pouvoir développer cela. Je suis surpris, monsieur. Au niveau des communes, comment se préparent les choses de ce côté-là? Ah oui, mais je pense qu'au niveau des communes, à l'heure actuelle, les élections sont fixées pour le 6, je pense, pour le 3. Non, c'est les régions qui sont le 6, le 3 novembre pour les CVUC, l'association des maires. C'est prévu pour le 3 novembre et je pense que l'ensemble des maires doivent pouvoir remplacer, bien entendu, l'inamovible Anzé Anzé, qui a passé 25 ans. L'inamovible Anzé Anzé, qui a passé 25 ans, et donc les avancées ont été pinoches. C'est pas grave, mais on peut permettre en ce que si cette commune-là puisse aller dans le sens de pouvoir avoir un président suffisamment solide auprès du Mendevel, auprès des régions, on aura un peu un souffle qui permettra en ce que l'État puisse poser déjà les jalons de sa décentralisation. Je voudrais répondre. Maire Billon, je vais passer là. Maire Billon, vous dites qu'il y a un problème, hein, l'unicité des caisses pose également un problème dans la mise en application, dans ce processus de décentralisation.
Oui, Serge Alain, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un problème sur l'unicité des caisses. Mais avant d'aborder ce problème, Serge Alain, laissez-moi vous rappeler qu'actuellement, tous les Camerounais sont en colère contre cette taxe téléphonique qu'on nous a imposée. Vous ne pouvez pas passer dessus. Il faut qu'on le rappelle davantage. Peut-être que les décideurs, ceux qui ont pris cet engagement de nous l'imposer, finiront par comprendre que nous sommes asphyxiés avec toutes ces taxes-là, qu'il est indispensable qu'ils revoient leur méthodologie. Et si tous les Camerounais sont enfin d'accord pour une chose, pourquoi ces quelques fonctionnaires ne comprendront pas qu'il est de l'intérêt de notre pays que les Camerounais soient heureux dans leur pays? Moi, je ne comprends pas pourquoi je serais contraint, après avoir acheté un téléphone, peut-être même âgé de plus de 10 ans, qu'il me soit facturé au prix de l'usine, 10 ans après que je l'ai acheté. Franchement, je demande à tous ces patriotes, à tous ces Camerounais qui ont le pouvoir de prendre des décisions, de réviser très rapidement et urgemment cette décision pour que tous les Camerounais se sentent encore fiers de leur pays. Au jour d'aujourd'hui, si on continue à nous asphyxier à ce niveau-là, je suis sûr que très rapidement, on en aura marre. Alors là, le ras-le-bol aura atteint son niveau maximum et tous les Camerounais, on dira, lorsque vous avez perdu votre dignité, vous n'aurez qu'une seule chose à défendre, votre survie. Qu'on ne nous asphyxie pas jusqu'à ce niveau. J'envoie comme ça un cri de détresse à la voix la plus autorisée du Cameroun, ça veut dire au président de la République, monsieur le président Paul Biya, pour qu'il revoie, qu'il donne des injonctions à ceux qui peuvent l'écouter, pour qu'on revoie cette taxe, qu'on la modifie, qu'on ramène les choses. Ceux qui peuvent l'écouter. Parce que je vous mets au défi que plus d'une fois il a donné des injonctions à ces ministres qui ne l'ont pas écouté. Vous voulez des exemples? Donc, je suis désolé que nous soyons dans un pays où chacun fait comme il veut. Dans d'autres pays, dans d'autres cieux, lorsqu'on veut prendre une décision comme la décision de taxer les téléphones, on organise des débats. On met ça à la place publique. Les chaînes de télévision organisent des séances comme celle-ci où les Camerounais donnent leur avis à la radio et tous les deux. Après ça, à l'Assemblée nationale, on donne ça. On ne va pas imposer les choses aux gens. Aujourd'hui, au Cameroun, on fait les choses de manière inverse. On impose les choses aux gens. Monsieur et une fois, on commence à débattre. Non, mais c'est que c'était vraiment... C'était de 2019. C'est dans la loi des finances de 2019. Maintenant, c'était prévu. Donc, c'est la majorité obèse. Si nous pouvons subir chaque fois cette majorité, il va falloir que les Camerounais permettent. Il va falloir que les Camerounais qui sont dans cette majorité et qui naturellement aiment aussi leur pays comme autant que nous. Parce que je dis, on ne peut pas quantifier de degré d'amour de ceux de l'autre côté que des autres. Nous pensons que le même téléphone que j'achète, ceux de la majorité obèse aussi l'achètent. Franchement, il est indispensable qu'on revoie cette loi et ce urgemment pour que tous les Camerounais, au moins, nous sommes sur ce plateau, nous sommes 5. Il y a une seule personne qui pense qu'elle est bonne, cette loi-là. Ayons crainte. Vous voulez la réponse? On va demander à André Luther. Elle est bonne, cette taxe? Écoutez, mais pour lui, elle est bonne. Non, en fait, on ne répondra pas à sa place. André Luther, Meka, sur la taxe. Monsieur Zipan s'est illustré par un pédantisme inquiétant. Je voudrais lui dire qu'en ce qui concerne le statut spécial, les deux chambres fonctionnent. Okay. La House of Chiefs travaille sur les chefferies traditionnelles, sur les monuments et sur le statut des chefferies traditionnelles. Alors que la House of Representatives, Divisional Representative, travaille sur le développement économique et politique et sur le système éducatif. Donc, ce qui veut sans oublier le judiciaire. Ce qui veut dire qu'on ne transfère pas le judiciaire. Je t'aide là, la commande là. Oui, mais c'est pas géré dans la décentralisation. Ah, ok. C'est géré à partir d'où? C'est dans la disposition, là, je peux vous lire les dispositions. Lisez. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que les deux assemblées travaillent dans le cadre, n'est-ce pas, de ces spécificités. Et c'est l'Assemblée régionale qui, n'est-ce pas, valide toutes les propositions. C'est de ça qu'il s'agit. En ce qui concerne la loi, sur la taxe, je dois également signifier qu'il s'agit effectivement d'une colle que le gouvernement veut faire aux importateurs. Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle évaporation des recettes. Et cette évaporation des recettes est, n'est-ce pas, soupçonnée au niveau des importateurs. Donc, à ce niveau-là, il y a un filtre au niveau, n'est-ce pas, du consommateur qui fait en sorte que lorsque l'importateur n'a pas payé la taxe, le client assume cela. Donc, automatiquement, il y aura le choix. Soit le client va s'assurer que lorsqu'il achète un téléphone, que ce téléphone, n'est-ce pas, l'importateur a payé la taxe. Auquel cas, effectivement, il va assumer, n'est-ce pas, cela. Et vous, comme vous le savez,
l'État a eu un certain nombre, n'est-ce pas, de problèmes. Et aujourd'hui, grâce à la puissance, à la sagesse du chef de l'État, il n'y a pas cessation de paiement, il n'y a pas faillite. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on puisse trouver des niches qui permettent à ce que l'État puisse recouvrer c'est même encore trop grave. Pour pouvoir le consommateur qui subit. Oui, je vais être très expéditif, n'est-ce pas, sur cette taxe de 33%. Oui. Il n'est pas normal que le consommateur, n'est-ce pas, puisse se payer. Pour la plus simple raison. Tout simplement parce que l'État n'a pas voulu faire son travail. Vous dites que la douane, c'est une façon implicite de reconnaître que la douane est faillie. La douane a failli. Et quand la douane faillit, il y a des inspecteurs de douane là-bas, il y a des agents de la douane. Quand les gens ne font pas leur travail, il faut les mettre de côté. Il y a plein de Camerounais qui chôment. C'est clair. On les met de côté. Non, il y a des importateurs véreux. Quand vous avez parlé, je dis ceci. Quand vous ne comprenez pas si M. Meka, les fonctionnaires de la douane n'arrivent pas à faire leur travail, oui, bien sûr. Parce qu'il se trouve que, n'est-ce pas, relativement à cette acte-là, il y a une chute libre, n'est-ce pas, des recettes. C'est passé de 50 milliards de francs CFA, je crois, il y a cela 5 ans. Après, c'est rentré à 25 milliards de francs CFA. Et puis, ça ne représente plus rien. Si les gens font mal leur travail, on les met de côté. Il y a plein de Camerounais qui... Monsieur Wafo, il y en a qui contournent les règles. Il y en a qui contournent les règles. Le consommateur ne doit pas être le souffre-douleur. Et si vous savez, et pour vérifier, ceux des douaniers, n'est-ce pas, qui vivent sur le dos de l'État et sur le dos du contribuable, appliquer l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. C'est tout. On peut aller là, c'est-à-dire que tout le monde sait où ils habitent, on fait un recensement physique des immeubles. Et là, on va facilement les débusquer. Plutôt que de venir demander aux Camerounais de payer une taxe supplémentaire. Il y a déjà la TVA, et quand vous avez cette taxe existe depuis. Et ce 33%, je le dis, cette taxe c'est illégal. Elle existe depuis. Pourtant, je vous en prie, ce 33% sur le prix sorti usine d'un téléphone, cette 33%, c'est illégal. On n'a pas le droit de transformer un crédit téléphonique en une monnaie électronique. Et encore moins de transformer une monnaie électronique en une monnaie. Je vous le dis, c'est clair. Et c'est pour ça que allez vous renseigner, allez vous informer. C'est pour ça que les opérateurs, un opérateur, par exemple le DG d'Orange, pour ne pas faire de publicité, qui a demandé qui a clairement dit qu'ils ne peuvent pas encore appliquer parce qu'ils attendent que la BEAC leur dit si cette opération est légale ou pas. C'est une façon de dire qu'elle est illégale suivant les textes en vigueur au Cameroun. Maintenant, pour la décentralisation. Je voudrais ajouter sur le téléphone un petit mot. Je rappelle en passant que le Cameroun n'est pas un cas unique en sa matière. Je rappelle en passant que nous vivons dans une zone qu'on appelle la CEMAC. Je rappelle en passant que nous avons une zone mondiale qu'on appelle la BEAC. Uniformiser ensemble de nos textes. Vous ne pouvez pas prendre un produit, une denrée de l'activité du consommateur et en faire un cas général. La particularité du téléphone est due au fait qu'on laisse rentrer dans cette source nouvelle de technologie des textes anciens. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que la technologie est en avance sur les textes qui existent actuellement. Lorsque vous n'avez pas des Camerounais, vous n'avez pas des hauts fonctionnaires qui sont en la capacité de s'adapter à la mondialisation, on a ce qu'on a exactement. Dans quel pays au monde ça se passe? Quand vous copiez bien la France, mais ça se passe aux États-Unis. Mais on peut ça se passe où? On peut pour prélever le consommateur. On n'est pas obligé de consommateur. C'est ça innover. On n'est pas obligé de copier, on innove. Et on a bien innové. En plus, pour apporter de l'eau à votre moulin, monsieur Ilesipan, on confie l'opération à quelqu'un. Bien sûr, un cabinet qui fait l'étude pour s'assurer si le bâtiment. Qui n'existe même pas sur le web. Exact. Qui n'a aucun vécu en la matière. Qui n'a pas de fait d'armes. Nous savons une chose, c'est quoi? C'est que vous savez très bien que cette opération va générer beaucoup d'argent. On parle de 1,68% du montant total qui sera collecté. Et nous savons que c'est pour le grand soir. Ce que l'opérateur a apporté, c'est le logiciel qui permet de détecter. Ce n'est pas le logiciel, c'est un cabinet qui a fait d'armes et qui a fait ses études préliminaires. On revient à la Jean-Robert Wafo, ma question est celle-ci. Est-ce qu'on peut imaginer ce transfert sans les moyens financiers véritablement? Ce n'est pas possible.
il faut des moyens. Je vais prendre un exemple, un cas simple, pour que vous compreniez. Les mairies des villes ont été installées. Moi, je n'attends rien. Je n'attends rien. Je vais vous dire pourquoi. Tous les experts du monde savent que pour qu'une ville puisse satisfaire aux infrastructures de base, voirie urbaine, santé, tout ça, il faut consacrer 7% du PIB, du produit intérieur brut de cette ville. Et qui dans la ville, voilà, pour ces charges-là. Qui dans la ville, voilà. Douala a 3090 milliards de francs CFA de PIB. Ouais. 7%, ça fait 210 milliards. C'est ça, non? Exact. Mais allez voir le budget de la ville, c'est de 42 milliards. Un truc comme ça. Donc, je n'attends rien. C'est l'innovation. Ceux qui vont venir attaquer le maire de la ville, moi je dis, bon, ils ont peut-être droit parce que le peu qu'il y a, il faut quand même qu'ils gèrent bien. Mais globalement, je n'attends pratiquement rien. Et puis je vais dire, quand on parlait des freins à cette décentralisation, j'ai vu le ministre de la décentralisation adresser une correspondance au préfet, au maire et tout, c'était en date du 14 octobre, où il indiquait que les 100 millions qu'on va reverser aux communes au titre de la dotation de la décentralisation, il mentionnait que ça doit être destiné au projet d'investissement ayant satisfait les conditions de maturité exigées. Tout à fait. Ayant satisfait aux conditions de maturité exigées. Alors, la question que moi je me pose, quelles sont les conditions de la maturation? Mais que les projets soient mieux et bien élaborés. Je vous en prie. De deux, qui est juge de la maturité? Quels sont les critères? Le conseil qui vont dire? Mais je suis le quoi? Le conseil. Quel conseil? De la commune. Ah, voilà. Il prouve que tu n'es pas élu. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas la qualité. Quelle qualité de choses? Le maire Billon, il vous a posé une très bonne question sur le trésor. Oui, sur le trésor. Effectivement, tu as dit qu'il y a une enveloppe. Oui. C'est vrai que c'est une directive BEAC qui est une caisse unique, mais ceux qui sont à Yaoundé ont profité de ça pour torpiller, n'est-ce pas, la décentralisation. Parce que voyez-vous, prenons les impôts soumis à péréquation. On dit à 10%, par exemple, c'est un impôt quelconque, on dit 10% à l'État, 20% au FECOM, et 70% à l'État. À l'État? Au CTD, à tout, donc communauté urbaine, communauté. Je vous dis, même le FECOM se plaint. Effectivement. Je dis, le FECOM se plaint de ce que la part qu'on lui reverse n'est pas suffisant. Tout simplement parce que il y a une unité de caisse. On aurait pu mettre à la base, dans chaque poste, n'est-ce pas, du trésor, un logiciel qui repartit rapidement et qui reverse aux différentes collectivités territoriales. Mais on refuse de le faire au motif qu'il y a une directive CEMA qui parle de l'unité de caisse. Merci. Qui valide les projets. Je vais chuter par les conseils. Qui facilite la légalité. Les conseils régionaux, je vous en prie, vous avez parlé du statut spécial. Le président de la République, avant, c'est-à-dire peut-être en même temps que le décret de convocation, n'est-ce pas, des contrôles, aurait dû signer un décret qui institue une assemblée régionale dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui également institue les conseils exécutifs régionaux et les House of Chiefs. Il n'a pas fait. Tout simplement parce que vous mettez la charrière en relève. Et pour le SDF, il faut que ce soit clair. Pour qu'il n'y ait plus ces entraves, n'est-ce pas, pour le SDF, il faut passer au fédéralisme. Il n'y a que le fédéralisme qui peut faire que la manne financière de l'État jacobin centralisé ne se transforme pas en mamelle nourricière des hauts fonctionnaires qui sont tapis dans l'homme à Yaoundé ainsi que de certains ministres et qui passent le temps à préparer le grand vous savez, à savoir le grand Joseph Espoir-Billon, 30 secondes rapidement. Vous préparez le séparatisme alors. Rapidement, on arrive au terme de l'émission. Mais non, une phrase. S'il te plaît, je voulais dire quelque chose. Parler du fédéralisme ne veut pas dire que
On veut le séparatisme. Mais pas du tout. Je vais vous expliquer. En 1960. Je vais vous expliquer. En 1960, je te donne les références de date. 1960-1961, c'était la décentralisation. De 61 à 72, c'était le fédéralisme. Le Cameroun n'était pas séparé. On ne s'est pas séparé. L'histoire est là. Merci, rapidement, 30 secondes. Merci, M. Hilaire. Je voudrais dire qu'actuellement, lorsque nous venons sur ce débat, nous venons discuter comment améliorer les conditions de vie des populations dans l'état actuel du Cameroun. Donc le fédéralisme, c'est un débat qu'on ne devrait pas aborder pour aujourd'hui. Non, monsieur. Simplement parce que nous... Non. Permettez que je parle. C'est compliqué. C'est compliqué. Je vais vous dire un truc. Bon, vous êtes un nouvel élu. Nous savons que mais c'est compliqué. Nous savons que Monsieur Jean-Robert. Non, allez-y. Laissez-le parler. Mais je suis très mal à l'aise. Oui. Parce que je suis. Oui, dites ce que vous avez à dire, on avance. Je disais donc qu'actuellement, le Cameroun existe tel qu'il est. Dans la les institutions décentralisation. qui sont actuellement. Maintenant, lorsque nous arrivons aussi, c'est pour maturer la capacité. Non. Mais c'est pas vrai. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. On se retrouve lundi. Je vous en prie, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Ngel Mendouka.